Bonjour à toutes et à tous, Lucas Vola, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du podcast Touchdown Actu, 18e et dernière semaine de saison régulière de NFL. Ça y est, le marathon est terminé, on va pouvoir rentrer dans le sprint désormais, celui des playoffs. Ça va commencer à partir de ce week-end. Mais avant ça, bien entendu, on va débriefer des derniers matchs de la saison. Vous avez entendu le débrief des matchs de samedi dans le fauteuil, très certainement. Vous avez entendu parler de la qualification des Steelers. J'ai noté la qualification des Ravens, mais c'est bien la qualification des Steelers dans les derniers instants. La victoire des Broncos, la victoire des Jaguars, ça c'était dans le podcast d'hier avec Raphaël et Victor. Aujourd'hui, il est temps de parler des 11 autres rencontres de ce dimanche. Et pour cela, je suis de nouveau avec Raphaël Masmejean, l'habitué du back-to-back lundi-mardi. Ce sont les jours d'enregistrement, mardi-mercredi pour les jours d'écoute. Comment ça va, Raph? Salut Lucas, et bah écoute, ça va très bien, très content de te retrouver au micro. T'as passé de bonnes vacances? C'était pas mal. C'était pas mal, c'était pas mal. Bonne année? Ouais, Bonne année, Raph. c'est Euh, vrai, bonne année. je suis pas forcément un adepte du bonne année le 6 janvier, on est le 6. Pour moi, à partir du 3, il faut arrêter. À partir du 3, il faut arrêter parce que sinon, voilà, on va jusqu'à février. Mais je vais pas te mentir, ça m'aide à faire la transition, te souhaiter bonne année parce que aujourd'hui, on va parler de bonnes résolutions pour les équipes qui sont éliminées. Je l'ai dit, il y a 11 matchs à traiter, 22 équipes. Il y en a beaucoup qui seront éliminées. Vous avez parlé déjà beaucoup des équipes qui sont qualifiées, certaines équipes qui sont qualifiées en playoff. On va parler d'autres équipes qui sont qualifiées en playoff dans cet épisode 971 du podcast Jeune Actu. Mais on va aussi dire au revoir aux équipes qui sont éliminées, dont on ne va plus parler pendant un petit moment, même s'il y aura des previews de l'intersaison, de la draft, de la free agency. Mais on va surtout leur donner des bonnes résolutions pour l'année qui arrive. C'est un peu la tradition. Est-ce que ça te va de faire ça? Parfaitement Lucas. J'ose espérer que ça te va bien, puisqu'on en a parlé avant. Si tu m'avais dit non, on aurait été mal. Donc, bien entendu que ça te va. Et on va commencer directement dans ce podcast par le seul match qui avait un véritable enjeu de qualification en playoff. C'était la rencontre entre les New Orleans Saints et les Atlanta Falcons. Et c'est particulier parce que c'est une rencontre qui avait un impact sur une qualification en playoff, mais aucune de ces deux équipes ne pouvait se qualifier en playoff. Vous connaissez le schéma, en tout cas ce qui se passait si les Falcons battaient les Saints, ils envoyaient les Panthers en playoff alors que les Buccaneers les avaient battus samedi. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ils se sont imposés 19-10. Ils ont donc éliminé les Buccaneers, ont envoyé Carolina en playoff. Globalement, c'est un match qui s'est joué dans le quatrième quart-temps. Il y a une interception de Dee Alford qui est un peu le tournant du match sur Tyler Shug, alors que les Saints auraient pu repasser devant avec un touchdown. On va pas trop s'attarder sur le contenu du match, Raph, mais déjà, il faut noter quand même, et je voulais le dire, que ces deux équipes ont joué le jeu. Ces deux équipes, je l'ai dit, qui étaient éliminées, qui ont des lacunes des deux côtés du terrain, certes, mais elles ont tout donné. D'un côté, les Falcons ont tout donné pour gagner ce match et donc éliminer les Buccaneers, ou en tout cas faire passer les Panthers. Les Saints aussi, eux, ont joué et ont essayé de gagner ce match-là aussi. C'est déjà pour l'équité sportive une bonne chose, même si c'était un petit peu bizarre parce que du coup les Panthers sont qualifiés un jour après, c'est un peu particulier. Les Buccaneers gagnent mais peuvent pas célébrer. Mais en tout cas, ce dimanche-là, les deux équipes ont joué le jeu et ça c'était plutôt sympa. Oui, elles ont joué le jeu parce que finalement les deux avaient quand même aussi un petit intérêt. On pense aux Saints par exemple de Tyler Swift, le quarterback rookie qui mine de rien, lui, joue depuis sa titularisation au milieu de saison match après match pour prouver qu'il mérite d'être titulaire l'an prochain ou en tout cas d'avoir sa chance de rester à ce poste-là des Saints. Et de l'autre côté, tu avais des Falcons qui jouaient, peut-être les joueurs jouaient pour tenter de garder Raheem Morris, leur coach. Bon, ça n'a pas marché puisqu'il a pris la porte, mais il y avait peut-être quand même l'envie de montrer que le groupe était bon, etc. Peut-être de montrer à un futur entraîneur que le groupe vaut le coup de venir le coacher. Donc ils avaient tous des choses à jouer et clairement c'était pas du grand football, mais en tout cas l'intensité et le suspense était là. On va commencer par ces bonnes résolutions. On l'a dit, on va donner des bonnes résolutions à chaque équipe éliminée. Pour les équipes qui sont en playoff, on va en parler bien entendu, mais on va pas donner de bonnes résolutions. Ils ont encore des choses à jouer. Mais là, on a deux équipes éliminées. On va commencer par les Falcons. Et tu l'as dit déjà, les Falcons ont annoncé rapidement, après cette victoire, que le coach et le GM, aussi Raheem Morris et Terry Fontenot, ont été licenciés. Donc, exit, ils prennent la porte, le tandem. Et moi, ma bonne résolution pour les Falcons en 2026, c'est trouver l'âme sœur, c'est-à-dire trouver le bon couple, trouver le tandem qui va faire fonctionner ces Falcons, trouver le coach et le GM, parce que l'avantage de virer les deux en même temps, c'est d'avoir
d'avoir un tandem qui marche, en tout cas qui est supposé marcher, qui se connaît, qui accepte de bosser ensemble. Parce qu'on le sait, Fontenot, justement, n'était pas normalement, en tout cas, Ray Morris est arrivé après Terry Fontenot. Ça a Mm. fonctionné, on l'a vu, mais c'est vrai que d'avoir ces deux entités-là qui arrivent en même temps, c'est trouver ce tandem-là. Et désormais, il va falloir le trouver, trouver l'âme sœur, trouver quelque chose qui fonctionne, un couple qui fonctionne. Est-ce que pour toi, c'est vraiment ça qu'il faut trouver à Atlanta? Oui, mais je suis totalement d'accord. Je pense que c'est ça qu'il faut trouver parce que si tu regardes sur le papier, il y a déjà beaucoup d'éléments intéressants dans l'effectif en fait. Tu as des skill players en attaque de très haut niveau. Il y a une défense qui a été globalement reboostée cette saison. Alors sur le pass rush, James Pierce et Walker, on en a parlé, qui ont fait une vraie belle saison. Enfin, les Falcons finissent deuxième en termes de sacs de l'année. Donc tu as une défense qui est reboostée, qui a encore des trous bien sûr, mais ça se construit. Et donc finalement. Ce qui manque peut-être aujourd'hui quand même à cette équipe des Falcons, c'est un vrai duo, un vrai tandem de capitaine, de commandant qui donne une vraie direction à cette équipe et qui aura pour aussi également comme gros dossier le poste de quarterback à l'intersaison sans aucun doute. Mais en tout cas, pour choisir qui sera le quarterback, il faut quelqu'un au-dessus du quarterback qui prenne la décision et qui donne un cap. Et donc je te rejoins, pour moi c'est la pièce, c'est le dossier principal de ces Falcons, clairement. Oui, parce qu'il y a des pièces, il y a des choses qui sont faites. Et puis, cette équipe-là, on l'oublie peut-être, mais elle termine en tête de la Ouais. division, en tout cas avec le même bilan que l'équipe qui va se qualifier. Alors oui, c'est 8-9, bien entendu, 8 victoires, 9 défaites, mais c'est comme les Buccaneers, c'est comme donc les Panthers. Donc, la marge est pas énorme entre le vainqueur de la division et eux, donc ils peuvent encore faire des choses, ils ne sont pas si loin que ça, et je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as été surpris que les deux soient licenciés? Je te le dis parce que Ryan Morris, c'est à peu près logique. Terry Fontenot, il y a quand même, tu l'as dit, il y a la draft de Bijan Robinson, il y a Drake London, il y a Kyle Pitts, mine de rien, qui finalement commence à être plutôt pas mal. Il y a ces additions en défense, tu l'as dit, à la draft. Est-ce qu'il paye le contrat donné à Kirk Cousins? Michael Penix pris la même année. La draft du premier tour aussi, on le rappelle, les Falcons n'auront pas leur premier tour. Est-ce que pour toi, c'était logique de licencier les deux? Je pense que c'est logique aussi de vouloir partir sur un nouveau GM. Fontenot, pour le coup, on était à sa cinquième saison. Et comme tu le dis, il a beaucoup de choix intéressants au premier tour. Mais quand tu regardes au-delà du premier tour de la draft, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est peut-être cette profondeur d'effectif aussi qui manque aux Falcons. Donc, je suis pas étonné qu'il veuille repartir de zéro. Ça m'étonne pas, donc oui, plutôt logique. À partir du moment où tu voulais virer Raheem Morris, pour moi, tu vires aussi le GM qui l'a choisi, et c'était déjà le deuxième coach de Fontenot. Donc je trouve ça assez logique. On passe aux Saints. Là aussi, la bonne résolution pour 2026, pour moi, c'est garder les bonnes habitudes. Parce que les Saints, ils terminent sur une plutôt bonne note. Alors, ils perdent ce match-là, certes, mais ils étaient sur plusieurs victoires consécutives. Ils avaient battu les Panthers, ils avaient battu les Buccaneers. Et je l'ai dit, cette division, elle n'est pas incroyable. Les Saints ne sont pas si loin que ça. Ils ont battu deux des trois équipes. Ils sont pas très loin sur les Falcons. Donc, avec ce nouveau coach, Kellen Moore, avec Taylor Swift qui semble être la réponse au poste de quarterback, en tout cas il l'a montré sur les dernières saisons. Il faut que ça progresse et pour moi, il faut garder cette dynamique, garder ces bonnes habitudes. Ils ont réussi à en prendre, il faut les garder en 2026. Oui, la continuité, valider ce qui a été fait effectivement en première année. Alors, ils vont avoir un petit chantier quand même en attaque. Il y a pas mal de joueurs un peu vieillissants, de contrats un peu compliqués. Donc, je pense qu'en attaque, ils vont quand même devoir trouver comment épauler Taylor Sue. Mais en tout cas, il semble être sur les bons rails. Donc, faut continuer dans cette optique, c'est certain. Ouais. Les Saints et les Falcons donc éliminés, les Saints qui terminent cette saison avec 6 victoires, 11 défaites. On imaginait mal les Lions et les Lions de Dan Campbell surtout donner le dernier match de la saison tranquillement à un rival de division, surtout rival de division coaché par l'ancien coordinateur offensif. On les imaginait mal ne pas combattre, alors même que Détroit n'avait rien à jouer. Eh bien, on avait raison parce que les Lions se sont imposés face à Chicago 19-16 sur un coup de pied à la dernière seconde. Détroit avait parfaitement commencé cette partie, il menait 16-0 avant de voir Caleb Williams et l'attaque de Chicago un petit peu comme d'habitude se réveiller dans le quatrième quart-temps, revenir à égalité. 16-16, il a donc fallu un field goal de 42 yards à la dernière minute pour sceller le résultat. Honneur à l'équipe en playoff, tout de même, on parle de bonne résolution, mais il y a quand même là une équipe qui va se qualifier, en tout cas qui s'est qualifiée en playoff et qui va jouer à domicile.
C'est une équipe qui remporte la division pour la première fois depuis 2020. Ils perdent ce match, certes, mais ils remportent la division. Est-ce que ce match, c'est une petite alerte avant les matchs couperets quand même? Parce que là, ils affrontent une belle équipe de Détroit qui les a malmenés. Je l'ai dit, c'est toujours compliqué et le dernier carton est souvent le réveil de Caleb Williams, mais en playoff, ça peut ne pas passer. Est-ce que c'est un petit red flag? Ouais, je pense que c'est un petit red flag qui avait déjà été, mine de rien, un peu là la semaine d'avant contre les 49ers. Il reste sur deux défaites de suite. Et arriver en playoff avec deux défaites de suite quand tu jouais les matchs à fond, c'est pas forcément la meilleure des dynamiques. Alors après, si on veut voir le verre à moitié plein, on dirait que personne n'attendait les Bears en deuxième place de la NFC. Donc Ben Johnson peut quand même remobiliser ses troupes là-dessus et il y a quand même de quoi être positif malgré tout en bilan. Mais c'est vrai que c'est un petit red flag et on sent que ouais, les playoffs vont pas être simples parce que l'attaque des fois met un peu de temps à se réveiller et que la défense, on le voit, elle ne vit que par les interceptions. Elle prend énormément de yards, elle est complètement dépassée et c'est. Alors ils arrivent à faire des interceptions, mais jusqu'à quand et tous les 3-4 matchs en playoff, ça semble un peu compliqué, ouais. Je suis exactement d'accord avec toi. C'est vraiment ce que je m'étais noté. C'est une défense qui prend beaucoup de yards. Elle en prend 433. Alors sur ce match-là, elle n'encaisse qu'un touchdown, certes. Mais c'est vrai que c'est vraiment les pertes de balles que cette défense arrive à provoquer qui lui permet de rester dans les matchs ou en tout cas de faire changer les matchs. C'est l'équipe qui provoque le plus de pertes de balles. Interception, fumble, tu l'as dit, 33. C'est vraiment un très bon chiffre pour eux. Mais c'est vrai qu'en playoff, c'est compliqué de faire ça sur 3 matchs, 4 matchs pour arriver à gagner. Donc à voir ce que ça peut donner. Essayer de prendre un peu moins de yards. Pour terminer juste sur Caleb Williams, un petit mot quand même, parce que c'est le quarterback qui devient, en tout cas le quarterback de Chicago, qui devient le lanceur avec le plus de yards sur une saison, sur cette saison-là. Il a dépassé Eric Kramer sur cette saison. Il n'a pas dépassé les 4 milliards, il est à 3942. Il n'a pas dépassé les 4 milliards, et je vous le dis parce que Chicago est la seule équipe, la seule franchise à ne pas avoir eu de quarterback, ou en tout cas n'a jamais avoir eu de quarterback qui a dépassé les 4 milliards. Peut-être Caleb Williams, en tout cas l'année prochaine ou les années d'après, ça devrait pouvoir se faire, surtout avec Ben Johnson. 4 milliards, ça peut être l'objectif pour Caleb Williams. On parle des Lions. Les Lions, pour moi, leur bonne résolution sur cette année 2026, c'est ne pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Je le dis parce que ce match montre qu'ils sont pas très loin, en tout cas, malgré leur bilan, et on le dit, ils terminent avec 9-8. C'est vrai qu'en début de saison, ça aurait pu être un peu compliqué, en tout cas si on imaginait un 9-8, mais je trouve qu'ils viennent de battre le champion de la division, ils le battent à domicile, en tout cas chez eux. C'est un match qui comptait, où les deux équipes jouaient. Il y a eu pas mal de blessés, il y a eu des choses qui ne sont pas allées dans leur sens, mais je pense qu'il ne faut pas paniquer, il ne faut pas tout changer, il faut rester sur cette dynamique. Le calendrier sera plus facile l'an prochain. Donc je pense qu'il ne faut pas se dire qu'il y a tout à jeter à Détroit, malgré le fait qu'il termine, je crois, quatrième de cette division. En tout cas, il ne se qualifie pas pour les playoffs. Je te rejoins. J'ai l'impression que ce match, et même le bilan global de Détroit sur la saison, ça montre qu'en fait, ils sont un peu dans une année sans, où il y a eu un peu de malchance, un calendrier compliqué, encore beaucoup de blessures. Et mine de rien, il a fallu quand même digérer le départ des deux coordinateurs, Ben Johnson en attaque, Aaron Glenn en défense. Et on voit que ça n'a pas été facile parce qu'en cours de saison, Dan Campbell a repris le play call offensif à Morton parce qu'il n'était pas satisfait. Et là, en fin de saison, Campbell dit quand même qu'il aimerait bien peut-être recéder le play call offensif. Peut-être qu'il a senti aussi qu'à un moment, il perd des fils sur l'ensemble de l'équipe à force d'appeler les jeux offensifs et qu'il voulait un peu revenir en arrière. Bref, il n'était pas dans la situation de le faire cette année. Mais du coup, je te rejoins. Je pense que c'est plus des petites choses qu'il faut modifier et corriger. Bien sûr, faut bien gérer la draft, la free agency, tout ça. Mais l'équipe, elle est solide. Malgré toutes ces difficultés, ils ont un bilan positif, ils sont pas loin des playoffs et il faut vraiment pas grand-chose en fait pour que Détroit se relance, à mon avis. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, il y a notamment les lignes qu'il va falloir revoir un petit peu, ou en tout cas qu'il va falloir bosser. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, il y a pas, voilà, il y a pas à paniquer pour cette équipe de Hmm. Détroit. Je l'ai dit, le calendrier était très compliqué cette année. Ils ont fini premier l'an dernier. Ils finissent dernier là, donc ils auront forcément un calendrier un peu plus simple. Donc, à voir ce que ça va donner l'année prochaine. Mais voilà, la bonne résolution, c'est ne pas paniquer. Les Eagles qui auraient pu profiter de la défaite des Bears pour gagner une place dans le classement, en tout cas dans les têtes de série de cette NFC, eh bien, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils se sont inclinés à domicile. Une défaite 17-24 face aux Commanders. Il faut dire que Nick Sirianni avait décidé de faire jouer les remplaçants sur ce match-là. Seul Devonta Smith a joué un petit peu. C'était surtout pour dépasser les milliards sur la saison. C'est une situation un petit peu différente par rapport à l'an dernier, mais on se rappelle, Nick Sirianni avait fait la même chose l'an dernier, il avait fait reposer ses titulaires. Est-ce que, en tout cas en semaine 18, est-ce que
tu valides on va dire cette stratégie de faire reposer les joueurs alors qu'ils auraient pu gagner. Et d'ailleurs, on l'a vu, les Bears ont perdu. Ou pour toi, le repos est primordial, peu importe qui ils vont jouer en wild card. Écoute, moi, j'aime bien quand même l'idée d'aller chercher la meilleure place possible en NFC, donc ça m'a un peu étonné sur le coup. Après, Nick Sirianni, il est coach champion en titre, il a fait ça l'an dernier, il le refait, il pense que c'est la bonne idée. Je vois pas trop qui suis-je pour dire que c'est un mauvais choix. Et ça semble être, en tout cas, ça semble être ce dont les Eagles ont besoin d'un match un peu de repos comme ça avant de se lancer dans les playoffs. Ils l'ont fait l'an dernier, ils le font là. Bon, on lui laisse clairement le bénéfice du doute à Sirianni. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les Bears joueront face aux Packers et on aura l'occasion de parler de tout ce qui est playoff, preview. Bien entendu, vous Mm. aurez le podcast preview demain, mais je vous le signale, voilà, les Lions sont éliminés. Ils auront le 17e choix de la draft. Les Bears, eux, seront face aux Packers. Et justement, les Eagles auraient pu jouer face aux Packers s'ils avaient gagné. Ils joueront finalement à domicile face aux 49ers. C'est vrai que on va dire que c'est un peu particulier, entre guillemets, parce qu'ils auraient pu gagner, mais c'est vrai qu'une blessure est vite arrivée. On le rappelle, l'an dernier, il y avait cette grosse discussion sur Saquon Barkley qui aurait pu battre le record finalement qui a été mis au repos. Et d'ailleurs, Saquon Barkley lui a jamais trop voulu. Et on l'a vu, ils ont gagné le Super Bowl derrière. Donc, comme tu dis, qui sommes-nous pour discuter cette décision? En tout cas, il l'a fait reposer. Les Commanders se sont imposés. Les Commanders qui terminent cette saison avec 5 victoires, 12 défaites. Et pour moi, leur bonne résolution, ce serait de ne pas être trop pressé, de ne pas essayer de rusher parce que on l'a vu l'an dernier, ils vont en finale de conférence. Et c'est vrai que on a eu l'occasion de se le dire, Raph. Peut-être que l'an dernier, le bilan était un petit peu trop gonflé par rapport à ce que cette équipe vaut. Et d'ailleurs, peut-être que le bilan cette année est un petit peu plus bas que par rapport à ce que cette équipe vaut. Mais je veux dire, on a eu l'impression que l'an dernier, ils se sont dit, on y est presque. Il nous manque une ou deux Mm. pièces pour aller peut-être gagner le Super Bowl. Et je ne pense pas au final. Je pense qu'il y a encore du travail sur cette équipe. Il ne faut pas être trop pressé. Jaden Daniel a été pas mal blessé cette saison. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une équipe qui est pas loin ou encore une équipe qui doit prendre son temps? Je pense que c'est une équipe qui doit encore prendre son temps. La défense me semble particulièrement faible, ou en tout cas avec beaucoup de trous, et je pense notamment l'arrière-garde défensif, cornerback, safety. Et je pense qu'effectivement, ils sont un peu plus qu'à un ou deux bons, voire très bons joueurs d'aller très loin. Et tu l'as dit, finalement, l'an dernier, enfin l'intersaison dernière, ils se sont peut-être presque un peu brûlé les ailes d'eux-mêmes en allant monter un trade pour Dibo Samuel, en allant monter un trade pour la Remington Seal, en faisant signer un vétéran comme Von Miller. Alors, Von Miller fait par exemple une saison à 9 sacs, donc il a un apport très intéressant, etc. Et il est agent libre, on verra s'il re-signe. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont tout de suite allés chercher beaucoup de vétérans, ils ont sacrifié des choix de draft pour ça. Et avec la blessure de Daniels, avec une équipe un peu en sous-régime cette année, bah, c'est peut-être des. Ils ont peut-être voulu passer une étape trop vite, trop tôt, et ils auraient peut-être mieux fait de construire un peu plus sur la profondeur d'effectifs que sur des gros noms. Et donc c'est pour ça, ça serait pas étonnant de les voir un peu plus calmes cette intersaison et d'essayer de multiplier plutôt des choix, des joueurs un peu de profondeur d'effectifs plus que des gros noms en mode vétéran prêt à aller chercher une bague, quoi. D'autant qu'on le voit, une fois que le quarterback est blessé, malheureusement, Jaden Daniel, ça a pas été souvent sur le terrain, bah, c'est plus compliqué parce que l'effectif peut-être manque de profondeur, alors pas forcément au poste de quarterback, mais manque d'aide pour ce quarterback qui les a aidés l'an dernier, mais c'est vrai qu'il aurait fallu un effectif un peu plus complet. Une petite chose avant de partir sur un autre match, Cliff Kingsbury, qui est le coordinateur offensif des Commanders, il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie à droite à gauche, qu'il envoie aux Titans peut-être qu'il envoie aux Raiders avec le premier le choix de la draft, qui est Cliff Kingsbury. On le sait, c'est un coordinateur offensif qui, normalement, est censé former les quarterbacks, être bon avec les quarterbacks. Est-ce que si tu es l'une de ces équipes-là, les Browns par exemple, avec Shader Sanders, est-ce que tu le prends ou pas, Cliff Kingsbury? Non, 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 moi je le prends pas. J'aurais plus envie de le voir en année 3, j'ai envie de dire, avec Jayden Daniel. C'est une très belle année avec l'attaque des Commanders cette année, enfin l'année dernière. Cette année, ça a été plus compliqué. J'aurais un peu besoin de le voir une troisième année pour me faire une meilleure idée sur lui, sachant que la première expérience à Arizona est pas franchement convaincante. Donc je trouve ça un peu tôt de lui reconfier tout de suite la règne d'une équipe, à mon sens.
Et en même temps, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie coacher d'autres équipes. Il y a aussi des rumeurs qui imaginent peut-être qu'il serait remercié par les Commanders, qui ne voudraient pas forcément continuer avec lui. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Moi, si j'étais l'une de ces équipes-là, je le tenterais parce que c'est vrai que c'est pas forcément convaincant, notamment quand il était à Arizona. Mais si je me trompe pas, c'est lui qui permet à Kyler Murray de gagner le titre de rookie offensif de l'année. Je crois qu'ils arrivent ensemble cette saison-là. Bon, ça se tente. Il n'y a pas de gros noms sur le marché en termes d'entraîneur. On aura l'occasion d'en parler, notamment dans l'intersaison, mais aussi dans ce podcast-là. Si je suis l'une de ces équipes-là, je la tente, peut-être pour développer Camara, peut-être pour avoir le premier choix de la draft, les Raiders qui pourraient prendre un quarterback venu d'université. C'est quelque chose que je pourrais tenter, mais j'entends ton argument. C'est vrai que ça va être intéressant de le voir. Les Commanders qui donc sont éliminés. Les Eagles, je l'ai dit, qui affronteront eux les 49ers lors du Wildcat Round. Ce sera à Philadelphia à domicile. Les Patriots espéraient encore accrocher la tête de l'AFC, la tête de série numéro un. Ils misaient sur un faux pas de Denver. Les Broncos n'ont pas flanché, vous l'avez entendu hier. Mais New England a aussi fait le travail face aux Dolphins avec une victoire nette et sans bavure. 38-10, on a eu un Drake May assez discret, mais encore plutôt parfait. Il a un très bon passeur rating. Est-ce que tu le vois MVP? On va parler de Matthew Stafford parce que, on va pas se mentir, c'est les deux joueurs qui sont dans la balance. Est-ce que tu le vois MVP? Est-ce qu'il a fait assez sur cette fin de saison? Victor, pardon, disait la semaine dernière que les votants ont la mémoire un peu courte et pensent surtout à ce qui se passe en fin de saison. Est-ce que tu es d'accord? C'est vrai qu'il y a une petite habitude à se rappeler de ce qui se passe en fin de saison, mais parce qu'aussi souvent en fin de saison, tu as des équipes un peu en course pour la qualif en playoff, pour le seed à obtenir, donc on se remémore peut-être un peu plus ces matchs-là que le match de semaine 8 ou semaine 7. Ça, je suis plutôt d'accord. Cependant, pour moi, Drake May, c'est le MVP numéro 2. Donc j'ai Matthew Stafford en premier. Je donne quand même l'avantage à Matthew Stafford sur la production individuelle, on va dire, et sur objectivement un calendrier qui me semble un poil plus complexe à manœuvrer que ce qu'a eu Drake May. Drake May a plein de qualités, il fait une super saison, il avait des cibles moins intéressantes, etc. Donc c'est tout à son crédit, mais j'aurais quand même un petit avantage pour Matthew Stafford. En tout cas, on a des Patriots qui sont plutôt en pleine bourre, notamment offensivement. On a un Ramondre Stevenson qui a été énorme, hein, qui gagne 131 yards au sol, 2 touchdowns, qui a un touchdown au sol aussi. On a Milton Williams, on en a beaucoup parlé dans ce podcast, mais qui est de Hmm. retour et ça fait du bien. Il y a deux gros retours d'ailleurs sur les lignes. Milton Williams qui revient et qui fait du bien face à la course. Certes, c'était que face aux Dolphins d'ailleurs et Devon Etchen ne jouait même pas. Il y a Will Campbell aussi qui est de retour. Le rookie qui joue sur la ligne offensive, et ça a fait du bien, notamment à la course. Les Patriots gagnent 243 yards et marquent 4 touchdowns au sol. On a Hunter Henry qui était un petit peu blessé, mais qui a joué et ça a l'air plutôt d'aller. Et on a des Patriots qui terminent à 14-3. C'est le meilleur bilan depuis 2016. Ils sont sur une très bonne dynamique, ces New England Patriots. Ah oui, oui, ils sont sur une super dynamique et cette victoire, honnêtement, elle est un peu à l'image de ce qu'ils ont fait toute l'année. C'est-à-dire quand ils rencontraient une équipe plus faible que eux, ils ont globalement dominé assez facilement les équipes plus faibles que eux et ils l'ont fait comme peu d'équipes finalement cette année ont fait en NFL parce qu'on a vu beaucoup de bonnes équipes galérer contre les petites équipes ou même chuter. Au moins les Patriots ont eu la constance de facilement battre les moins bonnes équipes qu'eux. Donc c'est très solide, la dynamique est superbe et ils arrivent avec clairement un plein de confiance en playoff. Ils ont un premier tour abordable où ils sont pas outsiders. En tout cas, c'est du 50-50, voire même en leur faveur. Donc ça peut aller, ça peut continuer clairement. Ouais, c'était assez ouverte et c'est drôle parce que tu disais ils ont battu les équipes qui étaient plus faibles que eux. C'était ma question. Alors bien entendu, il y aura une preview, mais ni toi ni moi ne sommes dans la preview, donc on peut le faire très rapidement. Mais ils vont affronter les Chargers. Tu parlais de ce premier tour. Ce sera des Chargers à domicile à Foxborough. Est-ce que les Chargers sont plus faibles que eux et donc du coup est-ce que tu vois les New England Patriots s'imposer? Je sais pas si les Chargers sont vraiment plus faibles que eux. Ils ont des atouts, ils ont des faiblesses que peut-être les Patriots auront plus de mal à exploiter, mais je vois malgré tout peut-être les Patriots un peu au-dessus quand même. Les Dolphins, eux, jouaient avec beaucoup d'absents des deux côtés du terrain. Devon Etchen n'était pas là, Jalen Waddle, Chap Robinson aussi. Il y a peu d'enseignements sur ce match-là. Les enseignements, elles se trouvent peut-être en dehors du terrain. McDaniel devrait être confirmé. En tout cas, il n'a toujours pas Hmm. été annoncé comme licencié. C'est peut-être bon signe pour lui. Tua Tagovailoa, le quarterback, lui, commence à dire qu'il pourrait jouer ailleurs. En tout cas, il y a des rumeurs, en tout cas des déclarations qui sortent. On garde McDaniel et Tua Tagovailoa s'en va. C'est un peu ce qui se dessine à Miami.
Ça a l'air d'être ce qui se dessine. Je pense que même Mike McDaniel a expliqué en conférence de presse qu'il allait sans doute être impliqué dans la recherche du manager général. Donc j'ai du mal à l'imaginer prendre la porte là dans la journée, même si on a déjà vu Stephen Ross, le propriétaire des Dolphins, partir un peu dans tous les sens. Euh, Ouais, Tagovailoa a l'air de partir. Après, j'attends quand même de voir. Son contrat est vraiment pas simple à manœuvrer. C'est pas une évidence de le faire bouger non plus. Donc, je suis un peu dans l'expectative et à mon avis, ils ont besoin d'un GM pour essayer d'aplanir tout ça et de trouver la bonne solution. Ouais, moi, la bonne résolution que je donne aux Dolphins en 2026, c'est un petit peu arrêter de se mentir à soi-même. Je trouve que là, construit comme est construit cet effectif et surtout comme est construit le squelette de cette équipe avec Mike McDaniel, avec Tua Tagovailoa, avec un Tyreek Hill qui, on le rappelle, est blessé de longue date et n'est plus tout jeune et pas sûr qu'il revienne, en tout cas pas sûr qu'il revienne avec Mhm. autant d'explosivité. Ça commence à être compliqué pour Miami. Oui, ils finissent bien cette saison, ils sont à 7-10. Ils se sont qualifiés, en tout cas sous l'ère Mike McDaniel, 2 fois en playoff sur 4. Ils n'ont pas gagné de match. Je trouve qu'il faut changer quelque chose. Pas sûr que changer seulement Tua Tagovailoa suffise. Pour moi, il aurait fallu tout changer. Et pour moi, on se ment un petit peu du côté de Miami si on pense qu'avec Mike McDaniel, construit comme est construit cet effectif, on peut imaginer de grandes choses avec cette équipe-là. Qu'est-ce que tu en penses? Je te rejoins. Je suis pas sûr que Mike McDaniel soit le coach qu'il faut pour cette équipe à ce moment-là. Je suis pas sûr qu'il ait les épaules pour une sorte de reconstruction. Euh, Reconstruction en partie, on va dire ça comme ça. Donc, moi, j'aurais eu tendance à lui faire prendre la porte aussi. Et pour le coup, par contre, je pense qu'il pourrait rebondir comme coordinateur offensif quelque part, se refaire un beau CV, une belle carte de visite et rebondir derrière encore. Ça, j'ai pas de doute. Mais c'est vrai que je serais peut-être parti sur un nouveau cycle total du côté des Dolphins aussi, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, par contre, de dire que si demain il venait à être licencié, il y a pas mal d'équipes qui l'appelleraient, surtout pour coordinateur offensif. Je suis assez d'accord avec toi. S'il y a une équipe qui perd son coordinateur offensif parce que il va avec un poste de head coach, je serais plutôt d'accord avec toi de l'appeler, à voir ce qui va se passer en tout cas du côté de Miami. On reste dans l'AFC Est avec une autre équipe qui va voir les playoffs, Buffalo. Les Bills avaient même l'opportunité de gagner une place dans cette conférence avec la défaite des Chargers. Et ils ne se sont pas fait prier. Ils ont étrié les Jets 35-8. Et ils l'ont fait avec les remplaçants. Josh Allen n'a joué qu'un seul snap. C'était pour garder la série de matchs titulaires consécutifs en vie. Donc elle est toujours en vie. James Cook n'a porté le ballon que 2 fois. Côté Bills, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que Matt Prater, le kicker, s'est blessé. Et c'est pas forcément un bon moment, quand les playoffs arrivent, de perdre son kicker. Non, c'est clair. T'es déjà toujours un peu inquiet par les performances de ton kicker en playoff parce qu'on sait que il y a quand même un bon nombre de matchs de playoff qui se jouent parfois sur un field goal dans les derniers instants. Donc Prater était plutôt solide et fiable et là tu pars un peu dans le doute. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi rassurer Buffalo. Après, là où c'est rassurant, c'est que par contre, l'effectif a l'air bien mobilisé avec ce match des remplaçants qui vont mettre une rouste aux Jets, qui eux aussi avaient beaucoup de remplaçants sur le terrain. Donc déjà que l'équipe première des Jets, c'est pas au niveau. L'équipe B, C, on n'en parlons pas. Mais c'est effectivement, c'est peut-être le point noir là des Bills à l'entrée de cette campagne de playoff. 2 petits points aussi pour ce match-là côté Bills. Josh Allen était touché au pied. On l'a vu la semaine dernière et il y a 2 semaines. Alors il n'a joué qu'un snap, il a pu se reposer, à surveiller quand même s'il revient à 100%. Apparemment, les radios qu'il passe après chaque match reviennent positives, mais ce sera à surveiller. Et puis aussi, autre information, c'était certainement le dernier match de Buffalo au Highmark Stadium, le stade des Bills, parce que Buffalo, l'année prochaine, vous le savez, jouera dans un nouveau stade. Pas sûr qu'il y ait d'autres matchs à domicile en playoff. Il termine donc, je l'ai dit, il termine sixième de cette en wildcard. Donc il faudrait qu'ils jouent les Chargers en finale de conférence pour jouer à domicile. C'est peu probable. Donc c'était certainement le dernier match dans ce stade de Buffalo. Voilà aussi pourquoi Josh Allen voulait jouer. Côté Jets, la bonne résolution 2026 pour moi, c'est arrêter de tout remettre au lendemain. On le sait, en début d'année, on essaye souvent de se dire ça. Et les Jets, ils ont tendance à le faire souvent, tout remettre au lendemain. On l'a vu en milieu de saison, de drafter les meilleurs joueurs pour avoir des tours de draft, pour essayer de construire sur l'avenir. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut quand même essayer de mettre les mains dans le cambouis, construire l'effectif et arrêter de se dire on reverra l'année prochaine pour construire. Parce qu'en fait, si à chaque, on va dire, chaque pilier qu'on a, on le trade pour avoir un choix de draft, on ne construit jamais.
Et cette NFL peut aller très vite. Regardez les Patriots l'an dernier, ils étaient très loin. Ils sont désormais deuxième de l'AFC. Je dis pas que les Jets sont à un Mike Vrabel d'être deuxième de l'AFC, mais je trouve que si on ne commence pas une reconstruction, on ne reconstruit jamais. Et j'ai l'impression que les Jets ne reconstruisent jamais. Oui, oui. Après, ils sont un Mike Vrabel et un quarterback aussi. Il leur manque quand même deux piliers importants de la reconstruction. Ce qui est donc après, Aaron Glenn a l'air d'être confirmé. Donc de toute manière, a priori, il sera là l'an prochain. Faut faire avec du côté des Jets. Donc pour moi, la résolution, l'enjeu, c'est ce poste de quarterback sur lequel il faut trouver quelque chose. Après, ils ont, en dehors du deuxième choix de la draft, ils ont quatre autres choix dans le top 45 de la draft. Donc ça peut être une intersaison jackpot du côté des Jets, comme ça peut être un truc qui te remet dedans pendant deux trois ans encore. À voir, mais allez, peut-être que c'est l'an prochain qu'ils mettent enfin les mains dans le cambouis, comme tu le dis, avec tous ces choix là. Justement, c'est peut-être l'an prochain d'arrêter de remettre au lendemain et de commencer cette reconstruction. Voilà, c'était ma bonne résolution. Et c'est vrai qu'ils sont loin des Patriots, hein. Tu l'as dit, un Mike Vrabel, un quarterback, un Josh McDaniels aussi en On le fait un coordinateur peu, ouais. offensif. Il y a un peu, il y a beaucoup de choses, mais voilà, c'est vrai que tu l'as dit, ils auront le deuxième choix de la draft, en tout cas. Ils terminent avec trois victoires et 14 défaites. Ils auront aussi le choix des Colts, hein, parce que ils ont envoyé Sauce Gardner, donc, et les Colts en plus ont chuté terriblement. Donc ils auront, si je regarde, le 15e choix, 16e choix depuis les Colts, donc deux choix déjà dans le top 16, ce qui est déjà pas mal. Donc avoir aussi une petite information côté Jets, il n'y a eu aucune interception en 2026, c'est la stat qu'on aime bien donner du côté de New York. 515 passes lancées sur cette défense de New York, aucune interception. C'est un record, bien entendu, vous l'imaginez. Il y a aussi une construction à faire défensive, Raph, non? Oui, il y a une construction défensive et pour le coup, c'est un record qui sera difficilement battable, réatteignable parce que vraiment zéro interception, c'est un record stratosphérique, hein. Franchement, je pensais pas qu'un jour on verrait une équipe ne pas intercepter un seul ballon de l'année. Donc oui, il y a une reconstruction défensive. Alors après, il y a sans doute un peu de manque de chance dans ces interceptions. Ils en ont peut-être droppé certaines dans la saison. Je Ah ne vais ben, pas faire croire que. dans ce match-là, il y en a déjà. J'ai plus le nom du défenseur, mais il y a déjà une interception. Et quand j'ai regardé le 40 minutes de ce match-là, je me suis dit, bon, bah, ça y est, elle est là. Ah ben, ah non, voilà. Donc, ouais, non, mais reconstruction générale, de toute manière, défense, bien sûr, mais gros chantier, encore une fois, effectivement. Les Bills, eux, iront en Floride à Jacksonville pour affronter les Jaguars. Et c'est peut-être le match le plus indécis. Mhm. Ils auront l'occasion d'en parler dans la preview, mais c'est vrai que c'est dur à voir comment ce match peut se décider, hein, Raph. Ouais, ouais, c'est vraiment comme toi. Pour moi, c'est le plus indécis sur le papier. En tout cas, c'est celui qui me fait le plus hésiter, clairement. Vous l'avez entendu hier, justement, hein, les Jaguars se sont imposés, ils ont remporté leur division, leur AFC Sud, et du coup, les Texans ne seront pas champions, mais ils ont quand même bien terminé leur saison régulière avec la tête de série numéro 5, grâce à leur victoire 39-30 face aux Colts. C'était un match accroché jusqu'au bout, où le jeune Riley Leonard a donné du fil à retordre à cette défense des Texans, et c'est plutôt un bel exploit, parce qu'on n'en est pas cher de sa peau quand on a vu qu'il allait jouer face aux Texans. Houston s'est finalement imposé dans une rencontre où il y avait beaucoup de titulaires, notamment CJ Stroud, qui n'ont joué qu'une seule mi-temps. Est-ce que déjà les Colts ont donné peut-être le plan de jeu pour attaquer cette défense? Ils leur mettent 30 points. C'est la première fois de la saison que Houston prend 30 points. Je dis, il y a eu beaucoup de joueurs qui n'ont joué qu'une mi-temps, mais déjà dès la première mi-temps, les Colts avaient mis en difficulté cette défense. Est-ce qu'il y a quelque chose à exploiter là ou pas du tout? On considère que c'est la semaine 18. Je sais pas, c'est vrai qu'il y a peut-être eu un play call assez agressif. On pense notamment à ce fake punt, etc., pour tenter un peu de déstabiliser les Texans. Beaucoup d'attaques en profondeur aussi sur Alec Pierce, etc. Donc il y a peut-être des petites faiblesses à exploiter du côté des autres. Après, c'est vrai que la semaine 18, avec des Texans qui semblaient bloqués de toute manière sur cette place numéro 5, je suis pas sûr qu'on ait vu la défense dans l'entièreté de son envie de faire un gros match. Mais bon. Ils ont été pris notamment en profondeur, tu l'as dit, par Alec Pierce qui finit avec 4 réceptions, 132 yards, 2 touchdowns. Il a aussi poussé un arbitre et est sorti du match avant la fin. Il a été suspendu, en tout cas éjecté. Un gros match avec beaucoup d'événements pour Alec Pierce. Pour les Colts, déjà, avant de parler de la bonne résolution, je l'ai dit, on a vu un Riley Leonard, le jeune quarterback, qui finit avec 21 sur 34, 270 yards, 2 touchdowns, une interception, plus 21 yards au sol et un touchdown.
quand on voit ça et quand on voit qu'ils marquent 30 points Mhm. face aux Texans, on se dit, mais pourquoi ils ont plutôt tenté? Alors, quand ils prennent Philippe Rivers, le premier match, Riley Leonard est blessé lors le premier match où Philippe Rivers joue. Mais on se dit, pourquoi avoir attendu deux, trois matchs avant de le mettre et là de terminer sur ce match-là en se disant, et s'il avait joué plusieurs matchs, on en aurait vu peut-être un peu plus. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que quand on voit ce qu'il a fait, on se demande pourquoi ils l'ont pas remis avant. Et même, tu dis le premier match de Rivers, mais il y avait quand même des échos comme quoi que aurait pu jouer s'il avait fallu, mais Rivers étant arrivé finalement, il y avait un peu un côté diplomatique aussi de mettre Rivers quoi qu'il arrive. Donc c'est vrai que c'est une gestion un peu bizarre. Ça aurait été sans doute, même pour Indianapolis, ça aurait été plus intéressant de tester un rookie sur quelques matchs que de tester Philippe Rivers, quitte à perdre. Donc je vois pas bien, effectivement, ça pose question sur la gestion de ce cas. Après, peut-être que Daniel Jones étant agent libre, Anthony Richardson étant on ne sait pas où dans l'Indiana, je sais pas. Donc peut-être que Leonard aura sa chance pour se combattre au camp d'entraînement. Écoute, hein. D'autant que Daniel Jones, c'est le tendon d'Achille, il me semble, hein. C'est pas, Oui. je confonds entre le tendon d'Achille et le ligament croisé, mais le tendon d'Achille, c'est quand même beaucoup plus grave. En tout cas, Mm. c'est met beaucoup plus de temps à se réparer, entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est à voir. Ça me donne l'occasion de donner ma bonne résolution pour les Colts en 2026, c'est garder confiance en soi. C'est jamais évident et on se le dit souvent en début d'année, garder confiance en soi parce que cette équipe-là, elle termine avec 7 défaites consécutives. On pourrait se dire que c'est terrible, que c'est une équipe qui est à jeter. Et on se rappelle qu'elle a commencé avec 8 victoires et une seule défaite en début de saison. C'était peut-être un peu trompeur, mais il y avait des choses qui fonctionnaient quand même. Il y avait des choses sur lesquelles cette équipe des Colts, elle pouvait bosser, notamment offensivement aussi. La défense n'était pas trop mal. Donc, garder cette confiance, se dire qu'il y a des choses qui sont très bien et sur lesquelles appuyer. Bien sûr, il faut améliorer des choses, réfléchir au poste de quarterback. Mais pour moi, pour les Colts, il faut garder confiance. Oui, 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 le travail fait par Sean Station est globalement bon et cette année, l'apport de Lou Anarumo en coordinateur défensif a par séquence plutôt bien marché, peut-être pas sur l'ensemble de la saison, mais quand même, il y a eu des choses positives. Donc, je te rejoins, faut continuer là-dessus. Il y a quand même quelques dossiers vraiment embêtants et notamment ce poste de quarterback. Je sais pas vraiment comment ils s'en tirent, ils s'en sortent avec ça et ça risque d'être encore une fois le facteur X des Colts comme l'an dernier, comme l'année d'avant, enfin, comme cette année en théorie, puis l'an prochain. Donc gardez confiance, mais moi je suis pas hyper confiant non plus, quoi. J'ai un petit doute là. Ah, et pour toi, il faut pas. C'est plus compliqué pour les Colts parce que tu disais ce poste de quarterback, mais on se rappelle l'année dernière, ils décident quand même au camp d'entraînement de mettre en Mhm. balance Anthony Richardson et Daniel Jones. On se demande qu'est-ce qu'ils font, on rigole presque de eux, et la saison commence très bien. Alors Daniel Jones se blesse ensuite, ça allait un peu moins bien avant qu'il se blesse, mais quand même, il a montré de belles choses. Là, ça te donne pas confiance, ah non, c'est toujours sceptique. Ouais, toujours un peu sceptique. Je suis pas un grand fan de Chris Ballard, le manager général, à vrai dire. Donc sceptique là-dessus. Et t'en as parlé, mais Daniel Jones, tendon d'Achille, pour un quarterback qui avait notamment aussi un peu un aspect mobile dans son jeu qui pouvait l'aider. J'attends de le voir sur un terrain, quoi. Ouais, c'est sûr que ça va être la question pour Daniel Jones qui est agent libre, tu l'as dit. Les Colts, eux, ont donc terminé leur saison et tu parlais du general manager. Il n'y aura pas de premier tour, en tout cas, je l'ai dit tout à l'heure. Le 16e choix que les Colts auraient dû avoir a été envoyé aux Jets dans le trade avec Sauce Gardner, qui en plus s'est blessé cette saison. Donc c'est vrai que ça, pour l'instant, ça, c'est pas un grand trade pour les Colts. Côté Texan, ils vont aller à Pittsburgh pour affronter les Steelers pour ce wildcard round. Direction justement l'AFC Nord désormais, alors que les Ravens et les Steelers se jouaient la division, vous l'avez entendu hier, la qualification en playoff. Il y avait un match entre les Browns et les Bengals qui ne jouaient plus rien du tout, si ce n'est quelques places à la draft. Et comme on aurait pu imaginer, en tout cas comme on peut imaginer que cette franchise aime faire souffrir ses fans, eh bien c'est bien les Browns et bien Cleveland qui s'est imposé sur un field goal dans les derniers instants. Il termine la saison avec 2 victoires consécutives, une victoire 18-20. Le match, encore une fois, il avait un intérêt limité. L'information principale, c'est d'abord que Miles Garrett a battu le record de sacs sur une saison. Il est à 23 désormais. Il a saqué Joe Burrow dans le quatrième quart-temps. Il dépasse TJ Watt et Michael Strahan qui étaient à 22 et demi. Et puis ensuite, c'est que les Browns ont licencié Kevin Stefanski aussi après 6 saisons, 44 victoires, 56 défaites pour l'entraîneur, 2 qualifications en playoff, 2 titres de coach de l'année. Il est désormais remercié. Logique pour toi ou pas?
Je pense que c'est logique. Alors, je pense que ça reste un coach correct. Malgré, néanmoins, sur les 2 dernières saisons, c'était quand même vraiment pas bon ce qui était proposé du côté de Cleveland, et notamment en attaque, ce qui est quand même un peu censé être son chantier. Alors, il y a des circonstances atténuantes, hein, le problème au poste de quarterback, pas mal de blessures. On pense à l'an dernier quand en début de saison, un Nick Chubb se blesse, qui était un des piliers de ce jeu offensif l'an dernier. Voilà, il y a des, comment dire, il y a des circonstances atténuantes. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu un fin de cycle et qu'il y arrivait plus forcément dans l'effectif. Donc, le voir partir, ça me choque pas. Franchement, ça me choque pas. Pour moi, c'est un coach qui va retrouver un poste de coach principal, hein. Oui, je pense aussi, ouais. On parlait tout à l'heure de McDaniel qui pourrait trouver un poste de coordinateur offensif. Lui, je pense, va même retrouver un poste de coach principal. Ça justement m'amène à la bonne résolution pour les Bengals, pour les Browns, pardon, c'est d'arrêter d'être trop sur la défensive. C'est une équipe qui mise beaucoup sur la défense et on le voit, cette défense, elle marche très bien dans ce match-là. Ils marquent deux touchdowns grâce à leur défense, une interception retournée et un fumble retourné. Mais l'attaque, elle est catastrophique. Tu l'as dit, 30e au nombre de yards par match, 31e au nombre de points par match. Pour moi, il faut un coach offensif. Il faut, parce que là, on est en train de parler d'un Jim Schwartz, qui est le coordinateur défensif, qui pourrait être Mm. promu au poste d'entraîneur principal. On parle d'un Brian Flores, qui est l'un des coordinateurs défensifs les meilleurs de l'année cette saison. Mais pour moi, il faut un coach offensif. Il faut un coach offensif, je te rejoins. Ou alors, faut vraiment que si jamais Schwartz était promu en interne, faut vraiment qu'il s'entoure d'un coordinateur offensif hyper hype entre guillemets et avec une vraie vision parce que ça stagne trop. Maintenant, ça stagne, mais il y a quand même des pièces intéressantes avec des rookies. Je pense au Sol Jenkins, je pense à Fannin au poste de tight end. Donc il y a peut-être quand même quelques éléments à faire. Et puis surtout, le coordinateur offensif doit savoir ce qu'il veut faire au poste de quarterback. Parce que alors là, pour le coup, c'est quand même. Je sais pas. Je sais pas, poste de quarterback, moi, quel est l'avenir des Browns là-dessus? Et surtout, les Browns, j'ai dit, on termine la saison avec 2 victoires consécutives. Et du coup, on se retrouve avec le sixième choix, puisqu'ils seront à 5 victoires, 12 défaites. On verra bien quel entraîneur ils choisiront. Côté Bengals, pour moi, la résolution 2026, c'est apprendre de ses erreurs. Parce qu'on l'a vu, ça fait plusieurs saisons qu'il n'aide pas vraiment Joe Burrow, notamment sur la ligne offensive, qu'il laisse un petit peu la défense en friche, qu'ils ont un Zach Taylor qui n'est pour moi pas forcément la solution. Malgré tout, il n'a toujours pas été annoncé comme licencié, Zach Taylor. Il devrait continuer, si je ne me trompe pas, à Oui. moins qu'il y ait... Il va continuer. Non, non, il va continuer même, Il va hein. continuer, donc pas sûr qu'il y ait tout qui change, pas sûr qu'ils apprennent de leurs erreurs. Et pourtant, pour moi, ce serait la bonne résolution, hein. En tout cas, ce serait la stratégie à adopter. T'as raison, ça serait la bonne résolution. Enfin renforcer cette ligne offensive, enfin renforcer cette défense, ça serait la bonne résolution. Le problème, comme tu le dis, c'est que c'est des bonnes résolutions qui commencent à être répétées de manière constante tous les ans du côté de Cincinnati et on le fait pas. Et quand je vois que Zach Taylor ce matin est maintenu en poste et que dans ses premiers propos de conférence, c'est pas de changement dans le staff. Je m'inquiète une nouvelle fois pour Cincinnati. Alors après, peut-être que la chance leur sourira. Un beau coup en free agency, un beau coup à la draft, et tu draftes, je sais pas, le futur, j'en sais rien, le futur Myles Garrett, et ta défense change à vie, et très bien. Peut-être qu'ils l'auront, hein, cette chance-là. Mais sur le papier, je trouve clairement qu'ils apprennent pas de leurs erreurs et qu'ils se mettent pas en condition d'apprendre vraiment de ça. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas sûr qu'ils apprennent. Lors de la draft, ils auront le 10e choix. La dernière fois qu'ils ont eu un choix aussi haut, c'était le 5e en 2021. Ils ont pris Jamar Chase. À voir ce qu'ils vont choisir avec le 10e choix. En tout cas, Browns et Bengals ont terminé leur saison. Ce fut un peu plus compliqué que prévu pour les Rams. Los Angeles a mis du temps à se défaire d'une équipe d'Arizona accrocheuse. Les hommes de Sean McVay se sont finalement envolés dans les 20 dernières minutes avec 3 touchdowns pour passer devant et puis creuser l'écart. On était resté sur 2 prestations assez moyennes des Rams, Raph, notamment offensivement, face aux Seahawks, face aux Falcons, avec pas mal de pertes de balles. Est-ce que là, offensivement, ils se sont rassurés pour toi? Oui, je pense. Je pense qu'ils sortent quand même globalement rassurés de ce match. Alors, qui met peut-être un peu de temps à se décanter, mais offensivement, il y a un moment où Stafford se met vraiment à rouler et la dynamique repart de l'avant, alors que peut-être sur les 2, 3 dernières semaines, c'était un peu moins bon. Moi, je pense qu'ils sont rassurés de toute manière, et je doute pas quand même que McVay et Stafford sont sûrs de leur force, et ça veut pas dire qu'ils iront au bout et qu'ils gagneront tout, mais je suis pas sûr que ce soit une équipe qui doute beaucoup.
Je pense ils peuvent être dans une position où il y a des choses qui leur conviennent pas, mais je pense pas qu'ils arrivent inquiets non plus en playoff, tu vois. Même défensivement, parce que là, ils prennent pas mal de yards aussi sur ce match-là, face aux Cardinals. Là aussi, la défense n'était pas exempte de tout reproche depuis quelques semaines. Pas inquiet non plus. Non, je pense pas qu'ils soient inquiets. Après, c'est à surveiller. On sait que leur coordinateur défensif, Chris Shula, est très demandé pour des interviews. On sait que parfois, il y a des coordinateurs en playoff qui se perdent un peu dans les interviews, qui passent à gauche, à droite, et qui préparent peut-être un peu moins bien les playoffs. Donc ça, mine de rien, ça peut peut-être être un peu une des inquiétudes du côté des Rams, avec une défense qui va un peu moins bien et un coordinateur défensif qui pourrait déjà avoir la tête un peu ailleurs. Donc ouais, peut-être un peu plus à surveiller la défense que l'attaque pour moi, du côté des Rams. En tout cas, les Rams se sont qualifiés en playoff et ils vont aller jouer à Carolina face aux Panthers, une équipe qui les avait battus, on le rappelle, c'était le 30 novembre, 31-28. C'était sous la pluie, mais ils avaient perdu, donc ça peut être l'occasion de faire une revanche. Un tout petit mot sur Matt Stafford, tu as donné ton avis. Il lance 4 touchdowns sur ce match-là. Pour moi aussi, il a validé son titre de MVP. Je l'ai déjà dit, j'ai eu l'occasion de le dire aussi, au titre on va dire, pour l'ensemble de son œuvre, même si ça ne devrait pas compter. En tout cas, il termine la saison avec 4707 yards et 46 touchdowns. C'est le premier en NFL des deux côtés, en tout cas sur ces deux catégories. Et d'ailleurs, rentre dans le top 7. Il devient septième au nombre de touchdowns lancés. Il a dépassé Dan Marino, Matt Stafford. Pour les Cardinals, la bonne résolution que j'ai donnée, c'est passer à autre chose pour moi. Ça y est, comme dans toute longue relation, il faut savoir dire stop et il faut savoir passer à autre chose. Ils l'ont fait. Ils ont licencié Jonathan Gannon, l'entraîneur. Il était à 15 victoires, 36 défaites depuis son arrivée. Pour moi, il faut aussi passer à autre chose avec Kyler Murray. On en a parlé en début de saison, toi et moi, Raph. Ça fait 7 saisons. Je l'ai dit, voilà, c'était une bonne relation. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu un titre de rookie offensif de l'année. Il y a eu des exploits. Maintenant, il faut savoir passer à autre chose, changer de quarterback et changer de QB. Pour moi, c'est la chose à faire pour les Cardinals, qui en plus auront le troisième choix de la draft. Donc, pour moi, c'est le mieux d'avancer avec un nouveau tandem et donc de passer à autre chose. Oui, de toute manière, j'ai l'impression ils donnent le sentiment de vouloir se diriger vers là. Comme tu l'as dit, il y a d'abord le licenciement de Gannon. Et vu ce qui s'est passé depuis le fin de saison avec Kyler Murray, une blessure un peu diplomatique, etc. Bon, on semble vouloir tirer un trait sur cette période-là. Et t'as raison, c'est sans doute ce qu'il y a à faire vu que depuis 7 ans, l'équipe n'aller vers nulle part, grosso modo. Je suis pas sûr que Kyler Murray en porte toute la responsabilité. Sincèrement, je pense qu'il y a d'autres facteurs et qu'il est pas le seul coupable. Soyons honnêtes. Maintenant, ça l'a pas fait et je comprendrais si le nouveau coach veut un nouveau quarterback. Alors, ça veut dire qu'il faudra un peu de temps s'il prend un nouveau quarterback et il va falloir remodeler cette équipe. Mais ça me semble être la bonne solution de faire table rase du passé, effectivement. On rappelle que cette équipe, elle avait commencé la saison avec 2 victoires sur les 2 premiers matchs, hein. Ils étaient à 2-0, donc je vous laisse faire le calcul parce qu'ils terminent avec trois victoires et 14 défaites. Donc la fin de saison, en tout cas, ça a été très compliqué. Sur ce match-là, il y a eu une belle bagarre aussi entre Puka Nakawa et Trey McBride, pardon, parce que les deux visaient le titre, en tout cas le plus haut nombre de réceptions sur la saison. Ils étaient à égalité avant ce match-là, et on a compris qu'on essayait de les nourrir, entre guillemets, parce que McBride il termine avec 7 réceptions. Puka Nacua, il termine avec 10 réceptions pour 76 yards. Et c'est bien lui qui termine avec le plus grand nombre de réceptions sur ce match-là. On passe à une rencontre qui, en début de saison d'ailleurs, s'annonçait comme hyper excitante, hyper décisive en semaine 18. Les Vikings face aux Packers, c'était peut-être le match qui devait donner le titre de la division de l'AFC Nord. Et puis finalement, il n'y avait aucun intérêt sportif parce que les Vikings étaient déjà éliminés. Les Packers, eux, étaient assurés d'avoir le dernier ticket en wildcard et ils ne pouvaient même pas gagner une place. Donc Matt Lafleur a décidé de faire jouer les remplaçants. Minnesota s'est imposé 16-3 pour finir la saison en positif. Finalement, ils ont quasiment le même bilan que leur adversaire d'ailleurs, hein, parce que Minnesota Hmm. termine avec 9-8 et les Packers terminent avec 9-7-1 particulier. Euh, Juste information importante côté Vikings, JJ McCarthy a été plutôt bon, mais il s'est encore blessé à la main, il n'a pas pu finir. Il est quand même souvent blessé, JJ McCarthy, Ouais. c'est inquiétant. Ouais, ouais, c'est inquiétant. Il est souvent blessé. Un coup la main, un coup les côtes, un coup la tête, commotion. C'est quand même. Je vais pas dire que c'est la qualité première d'un quarterback d'être sur le terrain, mais pas loin quand même. Si ton quarterback manque un match sur deux, ça devient compliqué de construire quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un vrai enjeu pour Minnesota de comprendre ce qu'ils ont avec McCarthy, clairement.
Et la bonne résolution pour les Vikings, pour moi, en 2026, c'est tout faire pour garder le contact avec ses proches et tout faire pour garder le contact, notamment avec Brian Flores, et faire tout pour garder Brian Flores, parce que tu l'as dit, JJ McCarthy, c'est une question, on compte sur Kevin O'Connell pour le développer, pour qu'il reste sur le terrain, mais si on peut à tout prix garder Brian Flores, cette équipe-là, elle termine à 9-8, c'est impensable en début de saison, et c'est en grande partie grâce à Brian Flores, qui malheureusement risque d'avoir beaucoup d'interviews tout autour des États-Unis. Je te rejoins complètement. Je pense que c'est la priorité pour les Vikings, c'est essayer de retenir coûte que coûte Brian Flores. Alors, ça sera compliqué si on lui propose un poste de head coach. Je le vois pas dire non. Par contre, il partira peut-être pas faire coordinateur défensif ailleurs, ça je l'entends. Mais c'est vrai qu'il faut le garder parce que le bilan positif, ils lui doivent beaucoup. Et surtout, on en avait déjà parlé dans quelques-uns des podcasts, et je me demande même si on n'en avait pas parlé en intersaison. De mémoire, on était tous les deux convaincus que cette défense, pas surperforme, mais en tout cas, le bilan de cette défense et ce qu'elle rend sur le terrain est meilleur que la somme de ses individualités. Et je pense que ça, ils le doivent à Brian Flores. Et si demain les Vikings doivent recommencer la saison avec pas ce coordinateur défensif-là, je pense qu'on va voir beaucoup de faiblesses dans cette défense tout d'un coup. Je suis plutôt d'accord avec toi, il faut tout faire pour le garder, même si ils vont être limités si en effet il y a une équipe qui lui Ouais, propose un poste de coach principal. Côté Packers, ok, il y avait les remplaçants, juste pour terminer, mais c'est quand même la quatrième défaite consécutive pour Green Bay. C'est pas une grande dynamique quand même pour attaquer les playoffs. On le rappelle, ils vont aller affronter Chicago à Chicago. Non, clairement, c'est pas une bonne dynamique. 4 défaites pour arriver en playoff, c'est vraiment un mois de décembre assez terrible. D'habitude, les équipes en décembre ont une dynamique ascendante vers les playoffs et sont lancées. Là, Green Bay, on sait pas très bien. En plus, on sait que Jordan Love a quelques bobos, Josh Jacobs aussi, Christian Watson aussi. Enfin, dans quel état physique ils sont tous? Ils vont aller jouer à Chicago. Ouais, la saison des Packers démarrait bien et tout d'un coup, c'est parti un peu en eau de boudin avec la blessure de Micah Parsons aussi. Je sais pas vraiment ce qu'ils vont faire, clairement. Ouais, c'est vrai et comme on l'a dit, ils se qualifient certes, mais ils finissent quasiment avec le même bilan que leur adversaire. Ils vont affronter les Bears donc à Chicago. Et d'ailleurs, Matt LaFleur pourrait être un candidat aussi à un licenciement post-playoff, hein. Il y a des rumeurs comme Hmm. quoi on attend de voir un petit peu ce qui se passe. Et ça pourrait être d'ailleurs un bon candidat pour d'autres équipes, hein, qui attendent peut-être de savoir ce qui va se passer avec Matt LaFleur. Donc à surveiller quand même. Les Vikings ont terminé leur saison, donc et ils auront le 18e choix de la prochaine draft. Dernier match NFC du jour, les Giants face aux Cowboys. Et là encore, une victoire qui n'a pas beaucoup, en tout cas un match qui n'a pas beaucoup de sens. Les Giants ont battu les Cowboys 34-17. Et quand je dis qu'il n'y a pas beaucoup de sens, finalement, c'est plutôt la défaite qui fait du bien aux Cowboys pour gagner un choix de la draft. Et en tout cas, gagner des places dans la draft. En revanche, New York aurait pu récupérer le premier choix de la draft s'ils avaient perdu. Et finalement, ils ont gagné. Je parlais des Browns tout à l'heure qui aiment bien, on va dire, mettre à mal leurs fans. Bah, les Giants, ils font pareil parce qu'ils terminent leur saison comme les Browns avec 2 succès consécutifs. Ils auraient pu avoir le premier choix de la draft parce qu'on va en parler tout à l'heure, les Raiders ont gagné leur match face aux Chiefs. Ils se retrouvent finalement avec le cinquième choix. C'est un peu incompréhensible. On comprend d'ailleurs pas non plus pourquoi Jackson Dart était sur le terrain sur ce match-là. Lui qui a tendance à souvent se blesser aussi. Les Giants qui ne jouaient pas grand-chose. Je ne sais pas trop quoi penser de ce qu'ont fait les Giants quand même sur ce match-là. Je te rejoins, et c'est pas la première fois, hein. L'an dernier, déjà aussi, ils gagnent leur dernier match, ou enfin Le dernier l'avant-dernier, le match. dernier, ouais, c'est ça, Ouais, le dernier match qui les fait remonter. Enfin bon, ils l'avant-dernier, ont pardon. ils ont cette fâcheuse tendance à gagner des matchs inutiles au moment où ça a peut-être plus d'intérêt de les gagner. Alors après, c'est toujours compliqué, tu peux pas non plus totalement demander aux gars de pas jouer pour gagner quand ils montent sur le terrain et qu'ils prennent des coups, je l'entends, hein. Mais oui, il y a beaucoup de questions. Mais après, c'est juste la preuve, encore une fois, qu'il n'y a pas vraiment de pilote chez les Giants et qu'il faut, je ne sais pas si c'est ta bonne résolution, mais que pour moi, la résolution première de New York, c'est d'avoir enfin un chef. C'est d'avoir quelqu'un qui donne des instructions et qui donne une voie à suivre, quoi. Ouais, alors je suis d'accord avec toi, on peut pas dire aux gars de ne pas jouer, mais on peut aussi mettre Jackson Dart de côté. Oui. Je pense qu'on aurait facilement trouvé une blessure à Jackson Dart pour lui éviter de jouer ce match-là, lui qui a tendance à souvent se blesser. Donc c'est vrai qu'on aurait pu faire ça. Et tu l'as dit, en 2 saisons, les Giants n'ont gagné que 7 matchs. Il y en a 3 qui sont en semaine 17 ou en semaine 18. Sur ces 7 matchs-là, c'est quasiment la moitié. Donc c'est vrai que c'est pour perdre en tout cas des places à la draft. Et tu parlais de chef, Josh Owen, le
general manager, a été confirmé. Il va chercher désormais un coach. Donc c'est vrai que ça va être intéressant. Alors c'était pas ma résolution. Pour moi, la résolution, c'était prendre soin de son corps. On le sait, on le dit souvent en début d'année. Et je parle du corps de Jackson Dart parce qu'il est souvent blessé. Il joue de manière très agressive. Et le nouveau coach qui va arriver devra avoir un plan clair pour Jackson Dart, c'est-à-dire le faire jouer, le mettre dans les bonnes conditions pour qu'il soit efficace, mais aussi lui permettre de prendre soin de lui et d'éviter les blessures parce qu'on l'a vu, c'est certainement le futur de cette franchise. Mais tu l'as dit tout à l'heure, il faut qu'il soit sur le terrain pour être le futur de la franchise. Côté Cowboys, ma résolution, c'était être plus équilibré. On en a besoin aussi chaque année d'être un peu plus équilibré. L'attaque marchait très bien. La défense a été catastrophique cette saison. Matt Eberflus, d'ailleurs, le coordinateur défensif, a été licencié. Il faut désormais le remplacer. Mais il faut trouver cet équilibre à Dallas. Il faut trouver cet équilibre à Dallas parce que l'attaque marche bien et pour le coup, en plus, je trouve même que la première saison de coaching de Schottenheimer est pas inintéressante. C'est pas grandiose ce qu'il a fait en termes de coaching, mais j'ai trouvé que c'était quand même pas si mal et notamment sur la partie offensive. Donc je te rejoins, c'est la défense qui est le gros problème. Alors c'est sûr que quand ton proprio échange ton meilleur joueur avant le début de la saison défensivement, disons que tu t'aides pas, c'est quand même un des problèmes. Mais si Jerry Jones arrive un peu à se concentrer et pas virer ses atouts comme ça, ils peuvent aller chercher un ou deux bons joueurs et ils sont peut-être pas loin en défense, pas si loin que ça en défense de pouvoir être. Ne serait-ce, on leur demande pas d'être la meilleure défense de la ligue ou ni même top 5 pour moi avec cette attaque. L'objectif c'est de passer de pire défense de la ligue à ne serait-ce milieu de tableau et déjà t'es tout de suite compétitif et tu peux aller en playoff l'an prochain. Je vais te proposer quelque chose pour la défense des Cowboys. Je le lisais, c'est potentiellement une rumeur. Et moi, ça m'a plutôt hypé. Jonathan Gannon, qui vient d'être licencié par les Cardinals, qui est un ancien coordinateur défensif des Eagles, on s'en rappelle, qui va certainement retrouver un travail. Peut-être pas en tant que coach principal avec ce qui vient de se passer aux Cardinals. Mais je pense qu'en coordinateur défensif, il est toujours aussi efficace. Comme tu l'as dit, il ne pourra pas faire des miracles avec la défense des Cowboys, mais il peut leur faire monter quelques places, en tout cas les faire performer un peu mieux. Est-ce que ça te hype un peu, Jonathan Gannon, en coordinateur défensif des Cowboys? Ouais, pourquoi pas. Il avait fait quand même du bon travail à Philadelphie. Alors, si Victor nous écoute, il nous dirait que c'est pas vrai, notamment pour le Super Bowl perdu, mais je trouve malgré tout que c'est un coordinateur défensif correct, donc pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pas Vic Fangio, certes, mais Non, mais bon, il y en a qu'un Vic Fangio en même temps, voilà. donc de toute façon, Exactement, exactement. En tout cas, à surveiller Jonathan Gannon et à surveiller aussi le poste de coordinateur défensif des Cowboys parce que ça peut leur permettre d'être un petit peu plus équilibrés en 2026. On termine avec un match, là encore, sans enjeu entre les Raiders et les Chiefs. Las Vegas s'est imposé 14-12 grâce à un field goal de 60 yards dans les dernières secondes. Une rencontre où il n'y a eu aucun touchdown, où on a vu 4 quarterbacks lancer des ballons. Il y a eu 12 punts. Voilà pourquoi on l'a mis en dernier de ce podcast. Quand j'en parlais, je disais que j'allais pas le regarder parce que ça me hypait pas du tout. Bien entendu que je l'ai regardé, mais c'est vrai que j'aurais pu m'en passer, j'aurais pu économiser 40 ouais, minutes de ma franchement, vie. t'aurais pu. Je te propose qu'on passe directement aux bonnes résolutions, qu'on parle même pas Oui, de oui, ces oui. matchs-là. Pour moi, la bonne résolution pour les Chiefs, c'est se remettre en forme. On le sait, c'est une bonne résolution chaque année. On veut retourner à la salle de sport, on veut se remettre en forme pour les Chiefs, c'est de se remettre en forme, et surtout physiquement, et surtout Patrick Mahomes. La saison a été compliquée, ok, mais il y a beaucoup de défauts dans cette équipe-là, mais c'est vraiment la pierre angulaire, forcément. Patrick Mahomes, il s'est fait les croisés, le croisé, on le sait, on peut revenir avec le croisé, mais on le sait aussi, Patrick Mahomes, il joue beaucoup sur son explosivité, à voir comment il est revenu. On parle beaucoup de Tom Brady, parce que Tom Brady s'était fait exactement aussi à la même nombre de saisons, à la neuvième saison. La différence, c'est que Tom Brady, c'était le premier match de la saison. Là, Patrick Mahomes, c'est un peu plus tard. À voir s'il Hmm. sera disponible dès la première semaine. On va dire le planning, le calendrier est faisable, mais c'est pas évident. Comment il reviendra? Est-ce qu'il va manquer un match ou deux ou est-ce qu'il va être bien sûr? Voilà, c'est vraiment pour moi la priorité. Il faut travailler autour de cette équipe-là, mais c'est Patrick Mahomes, Patrick Mahomes, Patrick Mahomes. Oui, oui, Patrick Mahomes, c'est son retour physique au top et assurément la priorité numéro un du côté des Chiefs parce que de toute manière, ils feront rien l'an prochain si Patrick Mahomes n'est pas revenu en forme ou qu'il se reblesse rapidement ou quoi que ce soit. Donc ça me paraît assez évident. Peut-être si tu me permets de rajouter, je dirais, dans le côté un peu remise en forme ou changer quelques habitudes, peut-être, j'aimerais bien aller voir un peu, réfléchir à essayer de trouver un peu de nouveauté dans leur plan de jeu offensif, quoi. Je pense qu'il faudrait peut-être se séparer de Matt Nagy et trouver peut-être quelqu'un qui sort du sérail un peu Chief et qui amène quelques nouvelles idées pour aider Mahomes aussi. Oui, ça va être intéressant. Les Chiefs qui terminent avec 6 victoires, 11 défaites, pardon.
et qui auront le 9e choix de cette draft. La dernière fois qu'ils ont choisi dans le top 10, c'était quand ils étaient montés pour aller chercher Patrick Mahomes. Donc ils avaient eu ils avaient eu le nez fin à ce moment-là. À voir ce que va faire Travis Kelce, qui n'a pour l'instant pas annoncé de décision quant à sa retraite. On verra ça. Pour les Raiders, la bonne résolution pour moi, c'était faire le grand ménage. C'est important aussi, hein, il faut toujours faire du ménage. Et là, c'était faire le grand ménage. Ça a déjà commencé. D'ailleurs, je m'étais noté ça avant que Pete Carroll soit annoncé comme remercié. C'est déjà une bonne chose. Il faut repartir de zéro. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à garder. Ils vont avoir le premier choix de cette draft-là. Il faut un nouveau coach. Il faut potentiellement, en tout cas très certainement, un nouveau quarterback, peut-être avec le premier choix de la draft. Voilà, il y a vraiment pas grand-chose à garder. Max Crosby, Brock Bowers, peut-être Ashon Genty. Le reste, tout peut dégager. On peut mettre tout à la poubelle et faire le grand ménage. Oui, pas loin, bien sûr, dans les détails. Pour les fans des Raiders qui nous écoutent, il y a des joueurs qui peuvent rester et qui doivent rester parce que c'est des joueurs corrects de NFL et tout ça, c'est pas ce qu'on dit, mais c'est vrai que le grand ménage est obligatoire et il a commencé. Après, il faudrait quand même que pour une fois, les Raiders, quand ils relancent, quand ils font le grand ménage et qu'ils remettent en place les choses, qu'ils essaient quand même de garder, enfin, de se projeter un peu dans le futur. Et ok, si la première saison marche pas, donner une deuxième. Et je veux dire, tu peux pas non plus continuellement faire le ménage tous les 2 ans en espérant que ça va finir par porter ses fruits. Là, le chantier est énorme et je pense que vraiment, le nouveau coach, il faut qu'ils aient conscience que dès l'an prochain, ça marchera pas tout de suite. Il faudra lui laisser une deuxième année, sincèrement, parce que le chantier est énorme. Tu es en train de dire que les Raiders, c'est un peu le genre de type qui se dit, allez, je fais un grand ménage en janvier, c'est la nouvelle année, bonne résolution, je range tout, tout est nickel, et puis dès février, dès mars, il y a tout qui est en bordel, si vous me permettez l'expression, c'est un peu ça les Raiders? Ouais, bah c'est un peu ça depuis pas mal d'années. Il faut être objectif. Enfin, il y a quand même aucune. Il y a quand même aucune stabilité. Donc, Ils bon, avaient quand même ça, donné un contrat de 10 ans à John Gruden, hein. Je veux dire, bon, au bout d'un moment, ouais. ils misaient Non, sur. mais, ouais, mais c'est ça le problème. C'est soit il voit 3 mois, soit il voit 10 ans. Tu sais, faut peut-être un peu ajuster quand même. Ça s'est fini pareil, hein. D'ailleurs, il n'a pas fait qu'un an, mais ça s'est fini avec voilà, la même conclusion que Pete Carroll. Mais c'est vrai que ça sera intéressant de voir. D'ailleurs, je trouve qu'on le répète pas assez souvent, mais le premier choix de la draft, c'est très bien parce qu'ils vont pouvoir choisir en premier, comme son nom l'indique. Mais ça veut dire qu'ils vont choisir aussi en premier sur tous les choix, en tout cas tous les tours de draft. Donc ça veut dire qu'ils vont être, ils vont être assez hauts à chaque fois sur tous les tours de draft. Donc il y a moyen de se reconstruire un petit peu, à voir qui sera le nouveau coach. On n'en a pas parlé, mais là, comme ça, dans ta tête, tu as un candidat idéal, ou en tout cas un profil idéal pour les Raiders, pour terminer ce podcast ou pas? Bah, moi, j'aime bien l'idée de Brian Flores parce que Brian Flores, c'est quand même un coach un peu rigide et j'ai l'impression qu'il faudra un peu de la rigidité à Las Vegas. J'ai peur s'ils partent avec un. Ouais, j'aimerais bien Brian Flores. Je trouve que ça serait pas mal. Alors après, ça veut dire qui sera là pour. Il faut un coordinateur offensif qui, Oui. qui Ah soit bah, capable de développer le futur quarterback. On imagine que oui. le quarterback sera choisi avec le premier choix de la draft. J'avoue que moi, Brian Flores, je suis pas hypé quand même sur les Raiders. Je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, un Cliff Kingsbury, peut-être quelqu'un vraiment pour développer le quarterback, quitte à ce que ça soit. Ouais, mais je trouve que c'est quelqu'un. Kingsbury à Las Vegas, j'ai peur de l'enflammade. Moi, je sais pas. Ça m'inquiète. Ouais, je pense que, en fait, moi, comme tu l'as dit, il faut voir à plus long terme, mais presque il faut un coach tremplin. Un coach qui développe le quarterback pour qu'il y ait un bon quarterback et derrière un Brian Flores qui arrive pour récolter les fruits de ce que le quarterback a été développé. J'ai du mal à voir Brian Flores. Brian Flores, il était déjà là quand Tua Tagovailoa était là. En tout cas, il me semble, ou Oui, Tua oui, Tagovailoa. oui. Ouais, ouais. Bon, à voir, à voir. En tout cas, les Raiders vont être à la recherche, comme beaucoup d'autres équipes, d'un nouveau coach. Et c'est ainsi qu'on termine l'épisode 971 du podcast Touchdown Actu. Merci, Raph, d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été là aussi pour toute la saison régulière. On rentre dans les playoffs. T'es hypé quand même pour ce wild card round. Totalement hypé, et même par les playoffs de manière générale, nos collègues en parleront dans la preview, mais vu les incertitudes cette saison, on a vraiment du mal à dégager un grand favori, donc assez pressé de voir ce que ça va donner sur le terrain. Clairement, clairement, quand je pense notamment à l'AFC, j'ai du mal à imaginer, j'ai du mal à dire qui va sortir de cette conférence et d'aller au Super Bowl. Donc ça va être très intéressant et ça me permet de faire la transition dès demain. Vous avez le podcast preview, on continue les bonnes habitudes, les previews, les podcasts dont vous avez l'habitude cette semaine. On va aussi avoir toutes les actus, restez bien connectés parce que les coachs continuent d'être licenciés à tour de bras. Il y a aussi des joueurs qui prennent leur retraite, il y a aussi des recrutements
qui sont faits. Donc beaucoup d'actualités. Restez bien sur le site, restez bien sur les réseaux sociaux. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Time